Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Il est 18h dans les locaux de la 88.6. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Savoir politique sur Océan FM. La politique déchaîne les passions au Bénin. Du zémidien au professeur d'université en passant par l'étudiant ou le cadre, les Béninois sont des férus de la politique. Mais ce amour manifeste pour la chose politique contraste avec le regard méprisant que les mêmes citoyens ont à l'égard des personnalités politiques. Pour mieux comprendre cette relation que les Béninois ont avec la chose politique, il y a lieu de s'interroger sur cette notion même de politique, objet d'interprétation et de passion. Aujourd'hui, au cours de cette émission, pour évoquer cette question, nous avons choisi pour thème le fait politique. Que recouvre la notion de politique? Quelle différence doit-on faire entre le politique, la politique et les politiques? Comment un fait social peut-il devenir un fait politique et quelles sont les relations entre politique, pouvoir et légitimité? C'est pour répondre à ces différentes préoccupations et questions que nous avons invité pour vous deux universitaires. Nous avons avec nous en studio le professeur Ijen Kakaï, agrégé de sciences politiques, ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et directeur du centre d'études sociologiques et de sciences politiques à la FADESP au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons en face de lui Dr Fidèle Ayena, docteur en sciences politiques et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir chers invités et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Au micro, Alain Tosnon et avec moi j'ai Zosafat Lafia. Bonsoir. Bonsoir Alain. Oui. Au micro, nous avons Stéphane Makobi. Alors, Zosafat, bonsoir. Bonsoir. Oui. Il faut le préciser, Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation citoyenne. Initiée par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO, en collaboration avec Océan FM, la radio des défis. Le CESPO, faut-il le rappeler, est un laboratoire de recherche politique de l'université d'Abomey-Calavi, dirigé par le professeur agrégé Ijen Kakaï, coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. À 18h30, nous aurons dans cette émission la chronique qui apportera quelques précisions sur le thème du jour. Elle a été proposée par M. Meillon Didier Bébada, docteur en sciences politiques, Université Jean Moulin, Lyon 3 de France. Alors, chers amis auditeurs, participez à notre jeu remue-ménage de ce numéro en répondant à la question « La vente de l'essence de contrebande, communément appelée paillard, est un fait politique. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse avec en 2 phrases au maximum. Alors, vous pouvez répondre via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 ou sur notre page Facebook, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. Plusieurs lots sont à gagner, notamment des ouvrages offerts par l'ambassade des États-Unis près le Bénin et le CESPO. Les auditeurs peuvent aussi intervenir en direct sur l'émission pour poser leurs différentes préoccupations sur le thème en appelant les numéros 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Alors les auditeurs, vous êtes donc, le standard sera ouvert pour vous dans une trentaine de minutes. Alors professeur Ijen Kakaï, notre première question pour commencer cette émission. Dans la vie courante, on nous parle toujours de politique, il y a toujours des confusions sur ce mot qui revient. Alors à quoi renvoie cette notion, à la fois pour les hommes qui la pratiquent, mais aussi sur leurs actions? En sciences politiques, concrètement, que recouvre le mot politique? Merci monsieur Alain Tossono. Je tiens à remercier la radio Océan FM et le technicien, tous les journalistes qui font, je dirais, un travail citoyen chaque dimanche en ce qui concerne l'animation de cette émission. Pour répondre à votre question, je dirais que la notion de politique est une notion ambiguë. Dans la langue française, autant nous utilisons l'expression la politique, autant nous utilisons l'expression les politiques, et surtout au Bénin, quand on dit les politiques, on désigne très rapidement les hommes politiques en utilisant une telle expression. Mais autant nous utilisons également l'expression le politique, ce qui
laisse un flou sémantique autour de cette notion qu'il convient de clarifier dans le cadre de cette émission intitulée Savoir politique. Je dirais que le mot « le politique » renvoie à l'existence d'un champ social qui permet de réguler les conflits, qui permet d'entretenir ce qu'on appelle le vouloir vivre ensemble. Comme vous le savez, la vie en société n'a de sens qu'à travers cette volonté de vouloir vivre ensemble. Mais le vouloir vivre ensemble ne suppose pas une absence de conflit, d'où nous avons intérêt à entretenir les conflits, à réguler les conflits, mais en même temps à penser au processus d'intégration sociale. En revanche, quand on utilise l'expression la politique, cela renvoie à l'exercice d'une activité professionnelle, à l'engagement politique. Et je crois que c'est à ce niveau qu'on parle souvent d'acteurs politiques, de militants dans un parti politique, ou d'acteurs politiques, ou de personnel politique, ou de renouvellement de la classe politique. Et enfin, nous avons l'expression les politiques, qui renvoie à l'action des pouvoirs publics dans des secteurs de développement. C'est à ce niveau qu'on parle de politique de l'éducation, de politique de santé, de politique de l'environnement, ce qui suppose que la notion même de politique est une notion complexe, un peu ambiguë, qu'il faut clarifier pour que nos concitoyens cessent de faire des erreurs. Okay. Nous l'avons compris, Dr Fidèle Aïda, est-ce que vous pouvez compléter ce que le professeur Higien Kakaï vient de dire en termes de comment on doit comprendre le mot politique? On a compris, il faut faire la différence entre le politique, la politique et les politiques qui renvoient donc aux actions qui sont donc mises en œuvre dans les différents secteurs de développement. Je vous remercie également et je remercie le professeur Higien Kakaï qui a bien accepté que je sois avec lui sur ce plateau. Évidemment, il a déjà tout dit par rapport aux définitions substantielles qu'on pourrait apporter sur la notion du politique, de la politique, des politiques. Et que si je peux compléter, ce serait de dire que aussi pour définir la politique ou le mot politique, on peut aussi se situer du point de vue de l'acteur, c'est-à-dire le citoyen lambda, comment il perçoit le mot politique. Et que là-dessus, on verra que le politique ou le mot politique est un mot plutôt parfois androgyne, puisqu'on va dire le politique, et dans ce sens, c'est son sens vertueux, ou un mot beaucoup plus au sens, dans le genre féminin, on va dire la politique, et dans les représentations sociales, dans l'imaginaire collectif, cela va renvoyer à un sens beaucoup plus vicieux. Vicieux dans le sens où la politique, dans les représentations sociales, va mettre l'accent sur le jeu des acteurs, puisque déjà, même comme des interactions entre les acteurs. Interactions, puisque c'est cet espace-là, et que cet espace-là est aussi ficelé de manière parfois malicieuse, parce que c'est aussi la cour des coups bas. Et c'est cela aussi. Et ça fait que dans les représentations de citoyens, la politique, revêtant ainsi un sens non plus vertueux, mais un sens beaucoup plus vicieux, ramène les coups bas, la politique, la perfidie, les trahisons politiques. Et ça fait que beaucoup vont refuser de s'engager sur cette arène de la politique compte tenu de ces expériences malveillantes. Mais la politique ne se résume pas qu'à cela, c'est aussi vertueux, ça se rapporte à la police, la cité, la société, et que dans toute société, il y a des rapports de pouvoir qui se configurent, et que la société n'est gérée que par le politique. D'accord. Docteur Ayena, certains politologues estiment que la politique, c'est tout ce qui se rapporte au gouvernement. Partagez-vous cet avis ? Ce n'est pas faux. La politique, c'est ce qui se rapporte au pouvoir gouvernemental, mais ça sera réducteur que de penser que la politique, c'est que le pouvoir gouvernemental. Parce que la politique, c'est aussi le pouvoir tout court, qui n'est pas forcément un pouvoir gouvernemental, qui n'est pas forcément un pouvoir politique, puisque dans toute société, dans tout groupement humain,
il se configure toujours des relations de pouvoir entre dominants et dominés. Et dès lors qu'on a ces relations de pouvoir entre dominants et dominés, il y a toujours une configuration du politique, de la politique, du pouvoir politique. Nous allons y revenir plus tard en parlant donc de relations. Est-ce que le professeur Kakaï, alors dites-nous, nous allons maintenant essayer donc d'aborder la question, la distinction qu'il faut faire entre le fait social et le fait politique. Alors, quand on parle, est-ce que tout fait social peut être un fait politique, après avoir défini ce que c'est que la politique? Peut-être, je vais revenir rapidement sur la dernière question. Je pense, quand on dit que la politique est tout ce qui se rapporte au gouvernement. D'une société, je crois qu'il ne faut pas voir le gouvernement de Talon, ni le gouvernement d'Emmanuel Macron, ni le gouvernement de Boni Haï dans un passé récent. Mais il faut voir, il faut prendre le concept de gouvernement ici comme la gestion de la cité. Et donc dans toute cette arène, dans cette façon de gérer la cité, qu'on le veuille ou non, la notion de politique est au cœur de cette gestion publique. Des affaires. Je crois, et donc mon collègue a raison de dire qu'il ne faut pas voir ce gouvernement comme le pouvoir gouvernemental. Est-ce que vous voyez? Le fait politique est un fait social. Je dirais un fait social du KMI, qui s'inscrit dans la perspective d'un auteur qu'on appelle le Émile Durkheim, ce qui suppose que le fait politique n'est pas essence un fait social, mais tout fait social n'est pas pour autant un fait politique. Mais le fait politique a une certaine particularité, c'est que le fait politique n'est pas par nature politique. C'est bizarre. Tout fait social peut devenir fait politique, mais le fait politique, il n'existe pas un fait que vous pouvez appeler un fait politique qui existe de tout temps. Le fait politique le devient. Il le devient par le jeu des acteurs. Ce qui suppose que le fait politique renvoie à la notion de temps et à la notion d'espace. Ce qui peut-être, vous voyez, l'élection par excellence est un fait politique, mais nous ne votons pas de tout temps. On ne vote pas à un moment, pas à saison. Ce qui fait qu'à un moment donné, même l'élection qui est un fait politique n'existe pas. On en parle, mais ça n'existe pas. Vous voyez, peut-être ici janvier, le fait électoral sera un vrai fait politique, mais à l'heure actuelle, on en parle, on parle des élections, mais on n'a pas encore cette dynamique électorale. Et donc, on doit tenir compte de la notion de temps et d'espace quand on analyse un fait politique. Mais quand vous parlez de la notion d'espace, comment alors le fait social peut-il se retrouver dans comment dans l'espace il peut devenir un fait politique? Dans l'espace, dans la mesure où le fait social est un fait qu'il faut relativiser. Ce qui fait politique, peut-être à Natitingou, peut ne pas l'être à Cotonou. D'où il faut contextualiser ou bien même ce qui fait peut-être l'homosexualité, qui peut-être est un fait politique en Europe, ne l'est pas au Bénin, par exemple. D'où il faut tenir compte de la notion d'espace. La notion d'espace suppose ici la contextualisation. Il y a un auteur, Emmanuel Max Weber, qui parle de l'historicisation des configurations politiques pour dire que le fait politique doit être contextualisé pour être mieux appréhendé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut tenir compte de la notion d'espace. D'accord. Merci, professeur. Docteur Ayena, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de faits politiques au Bénin et dites-nous en quoi ils constituent des faits politiques? Je vous remercie. Vous savez, votre question précédente, ça ramène à c'est la même question, on va dire, comment un fait social devient fait politique. Comme l'a rappelé si bien le professeur Jean Kakaï, le fait social devient politique grâce à l'entreprise de politisation. La politisation va se faire par le biais d'une certaine irruption de ce fait social sur la scène publique, sur la scène politique. Et donc, ce fait social cesse d'être un fait social brut et prend une connotation grâce à des acteurs en interaction dans une relation sociale, politique parfois, et ces acteurs qui sont des acteurs institutionnels, grâce à leur présence institutionnelle, vont imputer la qualité de politique à un fait social, initialement social, pour que ce fait devienne un fait politique. Exemple, puisque c'est ce que vous me demandez. Bien sûr. Vous prenez le cancer, par exemple.
le cancer, par exemple, c'est d'abord une maladie et ça concerne de plus en plus certaines populations, qu'on soit au nord ou au sud. Mais le cancer tout court n'est pas un fait social. Mais à un moment donné, compte tenu du fait que ce cancer, parce que la question que vous n'avez pas posée, c'est comment un fait social devient un problème public. Hein. Pour arriver à l'entreprise de politisation, il faut aussi que le fait social soulève un problème public, c'est-à-dire un problème qui concerne toute la collectivité, la société dans son ensemble. Et donc le cancer, pour en venir à cet exemple, le cancer ou l'épidémie du VIH-Sida sont deux phénomènes qui font leur irruption d'abord dans l'espace public et en plus dans l'espace politique comme des faits politiques parce que c'est pathologie qui touche la collectivité dans son ensemble et même aujourd'hui le monde entier deviennent des préoccupations politiques que des hommes politiques vont porter au devant de la scène politique. Et à partir de ce moment, ça devient un fait politique et un fait politique qui va interpeller des politiques structurelles de réponse, donc des politiques publiques, les politiques, les policies. Okay. Alors, professeur Idriss Kakay, est-ce que vous pouvez aussi nous citer d'autres exemples de faits politiques bien évidemment. Ouais, bien évidemment. Et je pense, pour compléter les propos de mon collègue, c'est la publicisation d'un fait social qui fait de ce fait-là, si vous voulez, un fait politique. La publicisation suppose que le problème est inscrit dans un espace public. Et l'inscription d'un problème dans un espace public renvoie à un facteur essentiel que nous appelons la mobilisation, à la médiatisation, comme l'amplification du problème. En ce sens, nous pouvons dire, en 2018, on peut citer par exemple le droit de grève. Le droit de grève qu'on peut considérer comme un fait politique au Bénin. Peut-être pour, je ne sais pas, pour aider les auditeurs, la vente de l'essence Payor, par exemple, peut être aussi considérée comme un fait politique, mais il faut expliquer en quoi cette vente de l'essence Payor est un fait politique. La question de l'inondation. Sous Boni-Yahi, par exemple, la question de l'inondation peut être, sous le régime de Boni-Yahi, la question de l'inondation peut être appréhendée comme un fait politique à partir du moment où les acteurs politiques en ont fait une récupération. Les députés également en ont fait une saisine. D'où tout fait, n'importe quel fait, même, je dirais, comment dit-on, la taxation de l'Internet. Oui, je voulais vous poser la question parce que c'est carrément l'actualité. Une actualité pour ça. La taxation de l'Internet est un fait politique. Si vous voulez, le gouvernement a pris une décision que nous appelons en sens pour une décision publique. Oui. Et cette décision publique qui s'inscrit dans une approche top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, apparemment ne tient pas forcément compte des aspirations des citoyens, d'où il y a eu des mobilisations. Oui. Nous avons vu une mobilisation citoyenne avec ce mouvement Tasse pas Memo sur Internet. Ce qui a amené le gouvernement à prendre une nouvelle décision. Mais en ce moment-là, cette taxation de l'Internet est un fait politique. Mais à partir du moment où le chef de l'État a abrogé cette décision, on ne parle plus maintenant de la taxation de l'Internet. 12, taxation de l'Internet n'existe même plus. Donc ce fait politique n'a duré qu'un temps. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que le fait politique s'inscrit dans la durée et dans un espace bien déterminé. Précis. Oui. Alors, mais il y a aussi que vous avez fait recours au cancer qui, sous doute en France, qui est devenu un problème, qui est un fait politique de pratiquement tous les jours, puisque les gens y reviennent, il y a des politiques pour des mesures. Alors, pour financer la recherche et tout. Mais quand on revient au niveau de l'Afrique, est-ce qu'on peut étudier le fait politique de la même façon en Afrique qu'ailleurs en Europe? Vous savez, votre question ici a trait à la science politique. Oui. Et qu'il ne faudrait surtout pas tomber dans les écueils qui consistent à dire qu'il y aurait une science politique typiquement africaine et que lorsqu'on se retrouve au Canada, aux États-Unis, en France, on a affaire à une autre science politique occidentale ou occidentaliste. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'avant de dire politique, on a dit science et que la science, ses critères, c'est les critères de scientificité, c'est la falsifiabilité de ce que nous faisons. La méthode, la démarche scientifique, c'est la même qu'on soit en Afrique ou dans l'Occident. Et donc, à partir de ce moment, le fait politique étudié en Afrique ne peut respecter que les canons de recherche d'un fait scientifique
que ce soit en Afrique, en Occident ou quel que soit l'endroit où nous situons sur le globe. Donc, il n'y a pas une manière à part pour étudier le fait scientifique, le fait politique en tant que fait scientifique en Afrique. Oui. Alors, professeur Idjen Kakaï, est-ce que... je vais compléter pour dire, quand bien même la démarche de recherche, elle est la même, que ce soit en Afrique ou en Occident, et que les paradigmes d'analyse, c'est-à-dire les modèles théoriques d'analyse sont les mêmes, ce que mon collègue n'a pas dit, c'est qu'il faut contextualiser. C'est-à-dire, si on veut analyser la taxation de l'Internet au Bénin, il faut tenir compte des acteurs en présence. Il faut tenir compte de la réalité béninoise, de l'économie numérique béninoise. Mais si on veut étudier la taxation de l'Internet en Ouganda, il faut tenir également compte des réalités ougandaises, d'où, quand bien même la démarche de recherche, les paradigmes d'analyse sont les mêmes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, le fait politique renvoie également à cette... c'est un fait universel, nous sommes d'accord, mais renvoie à ce que nous pouvons un relativisme culturel. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du contexte, il faut prendre en compte le contexte dans lequel le fait a pris naissance pour pouvoir l'étudier. D'accord. Alors, dans mon introduction pour cette émission, j'ai relevé que les Béninois avaient un regard méprisant par rapport aux acteurs politiques. Aujourd'hui, on comprend avec toutes vos explications que la politique devrait être quand même quelque chose de noble, où on devrait avoir des citoyens qui s'engagent. Alors, qu'est-ce qui explique un peu ce regard, ce dédain que les citoyens ont envers les acteurs politiques? Pourquoi en est-on arrivé là? Oui, pourquoi nous en sommes arrivés là? Mais cela va s'expliquer d'un point de vue beaucoup plus sociologique pour mettre l'accent sur la crise de la participation, puisque nous sommes dans une démocratie représentative. Tous les citoyens ne sont donc pas appelés à gouverner la cité. Et que, à un moment donné, de façon, on dira, selon la courbe de l'évolution dans le temps, le peuple est amené à conférer ses pouvoirs à des représentants de la nation. Et qu'il peut se trouver que le peuple ne se retrouve plus parfois dans ce qui est fait par ses représentants. Et à partir de ce moment, ça peut décourager la participation politique, ça peut décourager l'engagement politique. Et donc, c'est cela qui peut entraîner, ce n'est pas du mépris, je ne vais pas parler en termes de mépris. Peut-être que nous exagérons un peu, mais voilà, bon. mais beaucoup plus en termes de crise de participation, d'un point de vue sociologique, empirique, en termes de crise de participation, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans des démocraties électorales où, vous savez très bien, le taux d'abstention dans nos démocraties c'est élevé. Et donc, c'est la crise de participation et c'est cela qu'il faut pointer de vue pour essayer de comprendre ce qui est à la base de cette crise de la participation pour essayer de trouver des solutions. Okay, par rapport à cette question, professeur Idjen Kakaï, alors pourquoi quand on demande à certains, mais pourquoi tu n'as pas envie de faire de la politique, mais la personne dit non, moi je ne veux pas. Et sociologiquement parlant, pourquoi on devrait quand même avoir des citoyens engagés aussi pour la chose politique? Oui, mon collègue a tout dit. C'est une crise de représentation, une crise de participation, mais qui n'est pas propre au Bénin, ni à l'Afrique. Même en Occident, aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut comprendre une chose. Les choix gouvernementaux, les choix politiques demeurent incompris. Les citoyens, il arrive des fois où les citoyens ne se retrouvent pas dans les choix gouvernementaux. Et donc cela explique cette crise de participation. À un moment donné, les gens développent une certaine réticence, un dédain vis-à-vis de la chose politique, si vous voulez, et cela donne lieu peut-être à une question de crise de confiance ou à une méfiance vis-à-vis de l'acteur politique et vis-à-vis du fait politique lui-même. Mais ce n'est pas une particularité de Bénin, il faut le souligner pour éviter des amalgames partout, même en Europe, les gens ne votent pas. Et puis, quelqu'un peut, un électeur, si vous voulez, il peut assurer un travail électoral lors d'une opération électorale, mais à la fin, lui-même, il ne vote pas en Europe. Alors qu'il a aidé ses concitoyens à voter. Mais lui-même, il ne vote pas. Parce que, dans le fond, il ne croit pas. Il ne croit plus. Docteur Hénan, si vous permettez, docteur Hénan, j'ai bien envie de vous demander maintenant, aujourd'hui, quelles peuvent être les solutions par rapport à cette situation?
pour améliorer donc la participation donc des citoyens pour augmenter l'intérêt donc de ces citoyens à la chose politique. Nous sommes des politistes, nous ne sommes pas des politiques. Ça, c'est une différence, je dirais même épistémologique à établir pour nous situer. Et que les solutions sont à envisager par les politiques. Maintenant, le diagnostic à la fois thérapeutique et situationnel de ce qui se passe, nous, on peut l'apporter. Lorsqu'on a pointé tout à l'heure la crise de participation, la crise de la représentation, il faut savoir pourquoi. Et lorsqu'on s'est posé la question pourquoi et qu'on a pu constater que les citoyens ou bien le peuple ne se retrouvent pas forcément dans le choix de ses représentants ou dans la politique de ses représentants, à partir de ce moment, il appartient aux politiques eux-mêmes de pouvoir se remettre en cause, d'offrir de faire une autre offre politique qui corresponde aux aspirations du peuple. Donc, nous, on n'est pas là pour dire voici la solution, mais nous sommes là pour poser des diagnostics, pour dire qu'il y a tel mal-être qui est là et que ça peut avoir telle ou telle conséquence empiriquement démontrable. Okay. Alors, pour ça, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a des citoyens qui sont faits pour gouverner ou gérer la cité, comme le disait parfois Platon? Est-ce qu'il y a certains qui sont faits pour gouverner et d'autres qui sont faits pour être gouvernés? Non. Et puis la Constitution du 11 décembre 1990 ne donne pas la particularité à des acteurs pour gouverner, à des acteurs pour être gouvernés par d'autres. Mais ça s'explique. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Ça, c'est aussi une évidence. Dans une société, nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Il y a des gens qui s'engagent politiquement par intérêt ou bien par désir de gouverner, mais il y a d'autres qui sont peut-être préoccupés par, disons, une entreprise d'économie ou bien par leur succès individuel ou personnel, ce qui fait que il est difficile de concevoir que des acteurs... C'est vrai que dans nos pays africains, au Bénin en particulier, il y a un problème de renouvellement de la classe politique. Absolument. Il y a un problème de renouvellement du personnel politique. Mais c'est normal, on ne peut pas aussi balayer du jour au lendemain, disons, une vieille classe en mettant en place une nouvelle classe. Cela renvoie à un processus intergénérationnel. Il n'y a pas de génération spontanée, dit-on. Non, cela renvoie à un processus intergénérationnel où tout doucement, certaines personnes quittent l'arène politique, c'est-à-dire le champ politique, pour laisser place à d'autres. Et de nouveaux acteurs essaient d'émerger. Voilà. Oui, Pozaïna. Oui, par rapport à cette question, je pourrais dire, tout en nuançant un peu, pour dire que c'est vrai, dans toute société, il y a des gens qui sont faits pour gouverner et des gens qui sont faits pour gouverner. Et Daniel Gazier l'a rappelé en parlant de la compétence politique. Vous voyez, il y en a qui vont se sentir, d'un point de vue compétentiel, aptes à gouverner et vont tout faire pour entraîner leur irruption sur la scène politique et essayer de gouverner, et donc vont rechercher. Vous allez voir, c'est un peu comme si c'est dans le cursus que les personnes vont avoir, c'est des cursus qui vont aller dans le sens de cette aspiration-là, où les gens vont s'auto-légitimer. Et donc, il y a une question de légitimation. Et que lorsque certaines personnes se sentent exclues de la chose politique, c'est parce que aussi, dans le même sens de Daniel Gazier, ils se délégitiment. Ils se délégitiment comme n'étant pas compétents pour gouverner. Ok. Alors, à présent, nous allons faire un tour à la régie pour suivre la chronique qui a été réalisée par Meignon Didier Bebada, qui est docteur en sciences politiques, Université Jean Moulin, Lyon 3. Et nous allons revenir pour continuer le débat. Vous, sur votre radio, une nouvelle émission politique avec un contenu pédagogique et scientifique. Savoir politique. Un débat citoyen. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. La chronique politique d'aujourd'hui se propose de disséquer la notion même de politique. Alors interrogeons à la fois la politique, le politique, les politiques. Quand on voit l'appétence et la passion que déclenchent les faits politiques dans un pays comme le Bénin, on peut dire que les Béninois aiment la chose politique, les Béninois consomment du politique.
Pourtant, ces mêmes citoyens se montrent en général peu amènes à l'égard des personnalités politiques. Alors, qu'est-ce que le ou la politique ? Dans la doxa populaire, le terme politicien est souvent employé péjorativement pour qualifier un homme rompu aux manœuvres politiques visant à défendre des intérêts partisans et particuliers. Mais si on se réfère à son origine anglo-américaine, le mot politicien, P-O-L-I-T-I-C-I-A-N, désigne simplement une personne qui a pour métier l'action politique dont il maîtrise les rouages et les subtilités. De cette maîtrise vient sûrement la connotation péjorative retenue en français pour présenter le politicien comme un homme investi dans les intrigues politiques, attaché aux luttes partisanes et aux ambitions personnelles. On peut donc comprendre que les citoyens taxent souvent de politiciens les personnes qu'ils considèrent comme vivant des intrigues politiques. L'ancien homme politique soviétique Nikita Khrouchtchev pensait la même chose quand il disait « Les politiciens sont les mêmes partout. Ils promettent de construire un pont même s'il n'y a pas de fleuve. » Cette affirmation empreinte d'ironie présente le politicien comme un intéressé, un véreux, un démagogue. Heureusement, la politique comme art recouvre quelque chose de plus noble qu'il faut redécouvrir. Pour tenter une forme d'archéologie du mot politique, prenons donc deux approches, une étymologique et une autre grammaticale. Du point de vue étymologique, politique vient du mot grec polis, P-O-L-I-S, qui signifie cité, cadre de vie par excellence de toute communauté politique dans la Grèce antique. Le mot polis a donné trois autres mots qui permettent d'avoir du terme politique trois différents sens. Premièrement, le terme grec politikos, P-O-L-I-T-I-K-O-S, qui peut être un adjectif ou un nom commun, désigne tout ce qui se rapporte à la cité et qui est donc politique. C'est la politique au sens large d'organisation générale de la société. Deuxièmement, le terme politeia, P-O-L-I-T-E-I-A, qui est un nom féminin, définit la politique au sens restreint d'organisation selon une constitution déterminant la place du citoyen dans un groupe social, un groupe qui se pense en collectif, distinct d'autres communautés politiques. Le troisième terme est politique, P-O-L-I-T-I-K-E, accent grave. Il s'agit ici d'une approche restrictive de la politique, considérée avant tout comme un art. En l'occurrence, l'art du pouvoir, son organisation et sa pratique. Quand on vient à la différenciation grammaticale, on a du terme politique une polysémie liée essentiellement à son androgynie, c'est-à-dire que le mot peut être masculin ou féminin. Au masculin, le politique désigne l'ensemble constitué par un pouvoir institué, chargé de réguler les liens entre les citoyens, d'arbitrer les intérêts divergents et de résoudre les conflits. Pour Max Weber, le politique, c'est l'instance chargée de gérer les conflits entre les citoyens pour assurer la cohésion durable de la société. Au féminin, la politique est l'ensemble des activités et des relations sociales qui tournent autour de la lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Pour Philippe Brault, politologue français, la politique, c'est le lieu de compétition pacifique autour du pouvoir de monopoliser la coercition, de dire le droit et d'en garantir l'effectivité dans l'ensemble de la société concernée. Lit Philippe Brault, La vie politique, 1996. Du point de vue du savoir, plusieurs disciplines ont le politique comme objet. La science politique, la sociologie politique, l'économie politique, etc. S'agissant de la science politique, elle étudie le politique entendu comme l'ensemble de tous les mécanismes présidant à l'organisation de la société et à la résolution des conflits entre ses différents membres. C'est la chose politique, au sens large, qu'il faut distinguer de l'autre expression, le politique, désignant l'homme ou la femme politique, comme l'explicite notamment Platon dans son dialogue du même nom, le politique, et où il est question des techné politiques, c'est-à-dire les compétences techniques qui permettent de définir l'homme politique. Au pluriel, il faut distinguer les politiques, les femmes et les hommes politiques, et les politiques entendues comme les actions politiques menées par un pouvoir institué. De l'exercice du pouvoir, on peut donc décliner la politique selon les échelles, politique locale, nationale, internationale, selon les secteurs, politique économique, sociale, éducative, culturelle, etc. La politique peut être aussi entendue comme gestion quand il s'agit de mesures techniques particulières prises par un organisme
pour régler un problème précis. Par exemple, la politique de lutte contre le VIH-Sida ou la politique commerciale ou politique marketing d'une entreprise. La politique peut être entendue aussi comme stratégie tant les mesures prises s'inscrivent dans une vision de long terme. Par exemple, la politique de lutte contre la pauvreté menée par un gouvernement. En somme, il n'y a pas de définition unitaire et universelle de la politique. Néanmoins, on peut en retenir deux acceptions principales. Premièrement, le politique, correspondant au mot grec politikos, désigne le cadre général dans lequel se déroule la vie d'un groupe social autour de telles institutions. Deuxièmement, la politique, politique, comme art du pouvoir, est plus contingente et assez exigeante, plus qu'elle rime avec conquête et passion dans l'action. Action considérée comme un engagement dans la politique. Les politiques peuvent désigner à la fois les personnalités politiques et les actions politiques. Retenons donc en substance la définition d'Aristote. La politique s'occupe des affaires humaines en tant qu'elles se déroulent dans un espace organisé et institutionnalisé. Quant aux politiques, c'est-à-dire les femmes et les hommes politiques, qui veulent devenir de véritables hommes d'État, qu'ils retiennent ces mots de l'auteur théologien américain du 19e siècle, James Freeman Clarke. Un politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez participer à notre jeu Remis Ménage en répondant à la question suivante. La vente de l'essence de la contrebande, communément appelée paillon, est un fait politique. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Professeur Hygien Kakaï, vous avez suivi avec nous la chronique réaction. Oui, j'ai suivi la chronique. Je tiens à remercier le collègue qui nous a, édité cette chronique depuis la France. C'est très important de souligner cette contribution de la communauté béninoise, la communauté nationale et de la diaspora béninoise. Cette chronique tient compte de tout ce que nous disons depuis le début et clarifie davantage le concept de politique. Je crois que c'est une chronique qui entre en ligne de compte de notre discussion actuelle. Merci. Oui, docteur Hina, est-ce que vous pouvez... quelle est votre réaction par rapport à cette chronique? C'est très clair. Oui. Okay, je vous remercie. Oui, cette chronique, je la trouve assez explicite puisque ça nous édifie davantage par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur ce plateau. Et donc, ça nous éclaire et que ça doit éclairer beaucoup plus l'opinion publique sur ce qu'il faut entendre par la notion politique, du mot politique, que ce soit au pluriel, au masculin ou au féminin. Donc, ce que revêt cette notion et tout ce que cela peut soulever comme enjeu en termes de politique et de politisation. Ok. Alors, mais dans la chronique, on a entendu dire le chroniqueur que l'homme politique il est amené parfois à être démagogue. Qu'est-ce que cela suscite comme réaction de votre part? Lorsqu'il promet un pont alors qu'il n'y a même pas un fleuve, ça fait sourire quand même, professeur et docteur Aïna. Oui, l'homme politique peut, de façon conjoncturelle, se faire démagogue, utopiste, lorsqu'il fait des promesses intenables. Oui, ça peut arriver et ça arrive sous tous les cieux. C'est aussi cela l'essence du politique, de la politique surtout, de la politique. Comme nous l'avons rappelé aujourd'hui, la politique, c'est aussi l'espace des échanges stratégiques, des coups bas. Et que dans cet espace de la politique, ce champ de la politique, le politique en vérité, il faut tenir compte aussi de la contre-offensive de l'autre mouvement, c'est-à-dire c'est un espace où sont structurées des relations, des rapports entre partis d'opposition, partis de gouvernement, etc. Et que
lorsque vous êtes de l'opposition, vous tenez compte de ce que va dire le gouvernement, et lorsque vous êtes du gouvernement, vous tenez toujours compte de ce que va dire l'opposition, et que dans cette bataille, chacun peut être amené à faire des promesses fantaisistes, et c'est en cela que le collègue a pu parler de démagogie. Et oui, vous savez, comme le disait Montesquieu, la démocratie, lorsque vous faites beaucoup de promesses, dans les démocraties, vous risquez la démagogie. Et que les démocraties sont beaucoup plus propices à la démagogie, contrairement à l'aristocratie. Ok. D'accord. Alors, professeur Jean Kakaï, qu'est-ce que vous dites par rapport donc, à cette façon de voir donc, les hommes politiques qui parfois peuvent être démagogues? Je vais emprunter une formule d'un auteur qu'on appelle Edelman. Edelman dit que les mots réussissent là où les politiques échouent. Ce qui veut dire que l'acteur politique doit faire rêver. Ça, c'est très important. Et le discours politique, par essence, doit être un discours flatteur. Un discours qui met le citoyen en situation. Un discours qui fait rêver le citoyen. L'acteur politique peut être conscient qu'il est incapable de réaliser le stade dans 6 mois, mais il fait rêver le citoyen pour constater peut-être plus tard un échec. En cela, le citoyen estime que c'est de la démagogie, mais pour la gestion de la chose publique, c'est fondamental pour un acteur politique de mettre l'individu, c'est-à-dire le citoyen tout court, en situation de rêve. D'où on peut comprendre... Mais un rêve réaliste quand même. Si, un rêve réaliste, mais tout comme un rêve utopique. Peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est comme ça. Pour gérer, on a besoin d'un discours flatteur, un discours qui met l'individu en situation. Et puis après, on constate que le gouvernement a pu faire telle chose, il n'a pas pu faire telle chose, et puis on constate le progrès. Donc la démagogie, si réellement on veut utiliser cette notion, ça se comprend. D'où je suis d'accord avec le docteur Yena dans son explication. Okay. Alors nous rappelons aussi que les auditeurs qui nous suivent, qu'ils peuvent appeler pour poser des différentes préoccupations sur le thème en composant les numéros 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Alors dites-nous, le chroniqueur explique aussi que le politique désigne l'ensemble constitué par un pouvoir institué chargé de réguler les liens entre les citoyens, d'arbitrer les intérêts divergents et de résoudre les conflits. Alors on comprend bien qu'il y a une relation entre le fait politique et le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous aider à éclaircir cette affirmation? Quelle est cette relation qui existe entre le fait politique et le pouvoir? Oui, vous savez, le fait politique ne peut pas se faire en dehors du pouvoir. Donc, quand il y a fait politique, il y a une relation de pouvoir. Et que le pouvoir est là. Le pouvoir est là pour réguler ce fait politique-là. Que ce soit un fait politique de la nature, comme vous avez rappelé tout à l'heure, les inondations, l'érosion côtière, il faut un pouvoir de régulation. Et ce pouvoir de régulation, c'est la classe politique. Voyez? Et donc, il y a forcément donc, ce lien qui est établi entre le fait politique et le pouvoir en tant qu'autorité de direction du destin collectif. On ne peut essayer de trouver de fait politique sans autorité politique et que c'est grâce à la présence institutionnelle du pouvoir, des hommes de pouvoir, des gouvernants, leur présence institutionnelle, leur présence médiatique, que le fait politique trouve toute sa résonance comme étant un problème politique. D'accord. D'accord. Merci, docteur. Professeur Higien Kakaï, au vu de ce qui vient d'être dit, que recouvre le concept de pouvoir politique? D'abord, le concept de pouvoir, qui est un concept aussi polysémique. Le concept de pouvoir désigne, dans une perspective institutionnaliste, les gouvernants. On peut le dire en fond ganlais. Et ça, c'est aussi une conception, une conception juridique de la notion de pouvoir. Mais dans sa conception sociologique, pour ne pas dire dans sa conception politique, le pouvoir renvoie à une relation entre les individus. Tout court, à une relation entre les individus ou à une relation entre les acteurs d'un groupe donné. Et ça, cette perspective, on l'appelle la perspective interactionniste, où un individu, ou si vous voulez, un élément grand A,
est capable d'exercer un pouvoir sur un élément grand B, quitte à cet élément grand B d'agir ou de ne pas agir, etc. etc. Et donc, pour aller plus loin, dès qu'on parle de pouvoir politique, il faut introduire l'élément, une nouvelle notion qu'on peut emprunter à Max Weber, la domination. La domination qui permet de légitimer le pouvoir. Mais la domination ici, et puis je crois qu'on l'a déjà expliqué dans une précédente émission, la domination ici, ce n'est pas l'autoritarisme. La domination ici, ce n'est pas non plus, je dirais, la dictature, mais c'est cette capacité d'influencer, c'est cette capacité de dominer. Et donc, moi, je n'ai pas une définition, si vous voulez, littérale à la notion de pouvoir politique, mais on peut peut-être rappeler aussi cette définition de Max Weber qui dit que le pouvoir a la chance de faire triompher dans une relation sociale sa propre volonté contre les résistances. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que le pouvoir renvoie à une relation entre les individus ou des groupes, mais dès que vous parlez de pouvoir politique, il faut y introduire l'idée de domination, notamment de domination légitime. Okay. Alors, nous rappelons que nos auditeurs peuvent répondre à notre question que j'ai rappelée tout à l'heure. Est-ce que la vente de l'essence de la contrebande communément appelée paillot est un fait politique? Les réponses sont attendues via WhatsApp au 94 11 29 09 ou sur notre page Facebook, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO. Alors, dites-nous, comment légitime-t-on un pouvoir politique? Parce que tantôt, le professeur Idien Kakaï, dans son explication, a fait ressortir le mot légitimation. Alors, comment on peut légitimer un pouvoir politique, Dr Aïna? Le pouvoir politique, c'est déjà un pouvoir légitime. Et je vais aller dans le sens du professeur Jean Kakaï pour rappeler les trois sources de légitimité, selon Max Weber. À savoir la légitimité traditionnelle, donc c'est un pouvoir légitime dans ce sens-là, la légitimité légale rationnelle, donc les lois, les tests, donc une administration, une bureaucratie, c'est une source de légitimité du pouvoir, et puis enfin la légitimité charismatique qui est aussi une source de légitimation du pouvoir politique, et que en tant que cela, le pouvoir est légitime selon les cadres de la typologie dans laquelle on se situe. Comment le pouvoir se légitime? Si on va rentrer dans d'autres champs disciplinaires, ce serait de dire que le pouvoir est légitimé par ce qu'on appelle aussi la constitutionnalisation. Et que lorsque un pouvoir arrive, un État naît, en tout cas, il constitutionnalise son pouvoir. Donc, il y a un test fondamental. Et dans ce cas même, on rentre dans la légitimité légale rationnelle. Et que la légitimité aussi, vous savez, le pouvoir ne tombe pas du ciel. Selon les régimes politiques en vigueur, c'est soit une monarchie, donc pour reprendre la classification aristotélicienne des régimes politiques, ou alors même celle de Montesquieu, ou encore celle d'Aristote, qu'on soit une oligarchie, une république, une démocratie, etc., ou une monarchie. Donc, le pouvoir a sa source dans les traditions, en tout cas de chaque système. Et que lorsque le pouvoir est arrivé, donc dans une démocratie, ce n'est pas l'élection, notablement, contrairement à ce qui peut se passer dans une monarchie, c'est l'élection. L'élection est une source de légitimation, de légitimité du pouvoir politique. Voilà. Mais lorsqu'on considère nos démocraties représentatives, on peut constater que l'élection ne suffit plus à elle seule pour légitimer un pouvoir. Encore faut-il tenir compte par le biais des sondages. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une démocratie numérique, une démocratie par les sondages, tenir compte de la sensibilité du peuple d'un moment, on va dire, X vers un moment Y. Donc, pour voir si la légitimité conférée par l'élection est toujours consolidée. Donc, il y a aussi la légitimation par la voie de la médiatisation de telle ou telle action du pouvoir. C'est d'ailleurs pour cela qu'après un putsch, non pas parce que nous cautionnons le putsch, après un putsch,
les éléments putschistes, qu'est-ce qu'ils font? Leur première réaction, c'est de se promener un peu partout. Et de prendre d'assaut la radio. Voilà, de prendre d'assaut la radio, de se promener un peu partout pour construire un cadre de légitimation du pouvoir qu'ils viennent de conquérir par la force. Ok. Alors, professeur Hidjin Kakaï, donc, le professeur expliquait tout à l'heure que l'élection ne suffit pas pour légitimer un pouvoir. Et il parle aussi de la capacité d'action. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout pouvoir politique doit rechercher chaque fois donc, à légitimer son action avant de la mettre en œuvre? Tout à fait, il a raison. L'élection ne suffit plus pour constater la légitimation d'un pouvoir politique. Il y a la capacité d'action publique, il y a la qualité des décisions publiques. La qualité des décisions publiques. Et regardez cette période, les 1 semaine ou les 2 semaines de la taxation de l'Internet. Si on faisait un sondage d'opinion, c'est évident que la crise de confiance vis-à-vis du gouvernement allait chuter. C'est vrai que en termes d'indicateurs, pour constater le niveau de légitimation, on peut utiliser, comment dit-on, la notion de confiance politique. Par exemple, donc, il y a la qualité des décisions rendues, il y a la qualité des décisions prises, il y a le fait que les acteurs sociaux doivent se sentir concernés, c'est-à-dire les aspirations des citoyens doivent être prises en compte par les gouvernants. Cela ne veut pas dire que les gouvernants doivent tout le temps consulter les citoyens, mais les gouvernants doivent faire de telle sorte que les citoyens se reconnaissent dans les décisions prises par eux. D'où la capacité d'action publique, d'où la qualité des décisions prises ou rendues. D'accord. Alors, on a compris, on a la question, donc, on a vu la différence entre le politique, la politique et les politiques publiques. Mais qu'est-ce que vous pouvez, cette émission concourt donc à la formation du citoyen. Pour tout citoyen qui s'intéresse à la chose politique, est-ce qu'il devrait chercher donc à s'approprier toutes ces notions, docteur Aïna? Eh bien, évidemment, on ne peut pas approcher, en tout cas se familiariser avec la chose politique sans savoir ce que cela recouvre. C'est important pour tous les acteurs politiques, pour tous citoyens, parce que la politique, ce n'est pas seulement l'affaire des acteurs politiques, c'est l'affaire de tous, puisque, comme l'a dit le collègue qui a parlé depuis la France, la politique, la police, avec S à la fin, c'est-à-dire P-O-L-I-S, la police, la cité, c'est affaire de tous. Et que tous doivent être cultivés et être informés, avoir le même niveau d'information sur la chose politique qui est la chose de tous. Okay. Alors, professeur Hidjin Kakaï, je dirais que c'est le but de cette émission. Oui. Clarifier le concept pour que le citoyen béninois qui parle du fait politique se rende compte que le fait politique, c'est aussi, je dirais, un champ politique, le vouloir vivre ensemble. C'est aussi l'engagement politique, mais c'est aussi les politiques public. Nous vous remercions pour cette émission. Nous sommes vraiment arrivés à terme. Amis auditeurs et auditrices, nous voilà donc à la fin de l'émission. Pour ce 6e numéro, nous avons abordé le thème « Le fait politique » avec nos 2 invités, professeur Hidjin Kakaï, agrégé de sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, et le docteur Fidèle Aïna, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Nous sommes allés aujourd'hui à l'école du fait politique. Avec eux, nous avons découvert et levé un coin de voile sur la différence qu'il convient de faire entre le politique, la politique et les politiques. Nous avons pu comprendre comment un fait social peut devenir un fait politique et les liens qui existent entre la politique, le pouvoir et la légitimation. Prenez le rendez-vous donc de l'émission Savoir politique pour le 14 octobre où nous parlerons de genre, femmes et politique. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.